Merci beaucoup à tous d'être venus. Je suis très très contente de vous voir si nombreux. Je m'appelle Andrea et aujourd'hui, comme Léo avait dit, on va parler de comment améliorer son éligibilité pour travailler dans le domaine de la data. Encore un grand merci à Ojo et bien sûr un grand merci à Lyon Data Science d'avoir organisé cet événement. Donc, je vais commencer. Quelle est la cible de cette conférence? Ben, en fait, j'avais pensé d'organiser la conférence autour des personnes qui sont intéressées à travailler dans le domaine de la data ou qui le font déjà, qui désirent par exemple faire une reconversion professionnelle vers le domaine de la data, qui désirent aussi améliorer la visibilité global sur le marché et aussi apprendre plus sur comment accaparer plus de compétences de type hard skills, mais aussi un petit peu de soft skills. Et bien sûr, si vous voulez avoir un meilleur poste dans la data, bah, comme j'aime bien dire, ne vous plafonnez pas, essayez arriver plus loin et essayer de pousser toujours vos limites professionnelles pour assurer que vous avez une progression constante au fur et à mesure de votre travail. Et donc, en fait, pourquoi est-il important d'améliorer la visibilité et l'éligibilité sur le marché? Vous voyez bien, j'ai mis éligibilité et visibilité aussi, puisque éligibilité, c'est clair. Oui, on veut être mieux, on veut se présenter de la meilleure façon possible pour que les recruteurs observent quelle est notre qualité, quelle est notre valeur ajoutée pour l'entreprise, par exemple. Mais son éligibilité, parfois, vient aussi main en main avec la visibilité, puisque si on a de très bonnes compétences, mais en fait, on ne donne pas de visibilité sur nos compétences, bah, on aura des difficultés à nous promouvoir et à trouver vraiment les jobs qui nous intéressent le plus. C'est comme un produit qui est très très bon, mais qui n'a pas malheureusement une équipe de marketing très forte et qui arrive à mourir dans un coin juste parce que personne ne le connaît. Et donc nous, on ne veut surtout pas ça de notre vie professionnelle. Et moi-même, en investissement sur ce chemin, j'ai arrivé à doubler mon salaire, par exemple. J'ai arrivé à travailler dans un environnement qui me plaît beaucoup et qui est adapté à mes capacités. Donc, je n'ai pas cherché à adapter mes capacités au job description. J'ai essayé de faire l'inverse. Et pour moi, ça a été un gros succès. Et je pense aussi que pour vous, ça va l'être si vous tenez compte de quelques petites astuces que je vais vous donner pendant cette présentation. Donc, pour répondre juste à cette question, on veut consolider l'image professionnelle qu'on a. On désire aussi développer le réseau qu'on a, puisque, bien sûr, on est des êtres sociaux et on peut trouver les meilleures opportunités si on reste en contact et si on partage l'information ou si l'information nous est partagée. On désire aussi démontrer le savoir-faire et comme ça, on pourra donner plus de visibilité sur notre image professionnelle. On désire aussi être référent du domaine d'activité sur lequel on travaille. On veut savoir si les gens, par exemple, ils savent quelles sont nos compétences et si ces gens-là sont intéressés de faire appel à nos compétences. Une fois que les individus savent nous identifier, bah, c'est exactement ce moment-là où on peut intervenir pour les aider et on peut créer un effet de boule de neige où en plus de gens arrivent à bien nous connaître et à nous recommander à leur tour. Bien sûr, améliorer et avoir les meilleures chances d'être exposé aux bonnes opportunités d'emploi va se créer aussi par l'intermédiaire de cette visibilité qu'on désire projeter. Avoir des meilleurs leviers de négociation avec les recruteurs, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles vous voulez améliorer la visibilité et peut-être vos compétences techniques. Et bien sûr, si vous travaillez dans le domaine de freelancing, bah, le fait d'avoir déjà une image bien établie, ça va vous donner la possibilité de trouver de nouvelles prospects. Et ça, c'est quelque chose de très important si on veut toujours pousser nos limites, si on veut faire plus d'argent, si on veut augmenter encore plus nos capacités techniques et si on veut bien sûr augmenter notre reach de point de vue networking. Voilà, donc ça, c'est le point que j'aimerais un petit peu soulever. Et donc, je vais commencer par me présenter. Donc, je travaille dans le domaine de la data de plus de 6 ans. Je suis data scientist. Dans mon temps libre, je fais aussi un peu de freelance
en enseignant des cours et des concepts sur le domaine de machine learning, data visualisation, data modélisation, etc. Et j'avais fondé Grid Data, qui est justement une entité spécialisée à offrir coaching de carrière dans la data de façon personnalisée, en type B2C. Et bien sûr, en B2B, je donne aussi des conférences sur des concepts et outils de data, ainsi que comment avoir une approche en entreprise plus data-driven, comment accroître la démocratisation de la donnée et l'alphabétisation de la donnée en entreprise. Donc, ce sont des choses qui m'intéressent bien. Je sais que vous êtes habitués avec des cours et des conférences de l'association Lyon Data Science un peu plus techniques, mais je pense aussi que ce genre de cours peuvent vous orienter dans une direction où, une fois qu'on est bien de point de vue technique, qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à nous sentir bien dans notre propre peau professionnelle. Voilà. Et donc, les sujets duquel je vais parler aujourd'hui, c'est comment évaluer ses compétences. Et ça, c'est très important parce que nous, on a plein de skills, mais tous ces skills ne sont pas toujours adaptés à tous les types de boîtes, tous les types d'entreprises ou de job description. Donc, il faut faire un self-assessment, c'est ça ce que je dis, qui va vous donner une meilleure visibilité des points forts et faibles que vous avez et qui va vous aider à mieux structurer où vous vous positionnez sur le marché, sur tous ces aspects. Ensuite, on va parler de comment améliorer ses compétences. Donc, peut-être ça, c'est un des points qui vous intéresse le plus. Et bien sûr, comment viser plus haut dans son avenir professionnel. J'ai vu plein de gens qui travaillent dans leur domaine et qui se plafonnent, mais qui n'ont pas ce courage d'avancer, qui n'ont pas le courage de vouloir un meilleur salaire ou une position à une plus grande responsabilité. Et c'est dommage parce que nous, en tant qu'êtres humains, on a tellement un gros potentiel que parfois, volontairement ou involontairement, on ne le fait pas évoluer. Et donc, pour moi, une personne qui ne fait pas évoluer ses compétences, c'est une personne qui n'atteint pas son potentiel. Et c'est juste dommage. Et c'est pour ça, en fait, que je désire, par cette présentation, vous encourager à vous évaluer, voir que vous valez beaucoup et qu'en fait, vous pouvez toujours avoir plus, vous pouvez toujours demander plus. Voilà. Et donc, le premier sujet, c'est justement ce self-assessment. Et j'aimerais ici discuter de quelles sont vos forces et vos faiblesses. Vous aurez aussi des tâches si vous voulez les réaliser dans votre temps libre. Comme ça, vous partez avec quelques petites astuces pratiques. Quel est le type de personnalité que vous avez de point de vue professionnel? Donc, pourquoi je me concentre sur ça? Parce qu'en fait, dans l'entreprise, quand on travaille, on est déjà une personne mature qui, normalement, on est censé de tout connaître et de savoir ce qu'on veut et d'avoir trouvé notre place parfaitement. Mais ce n'est pas toujours le cas et malheureusement, dans le domaine académique, on ne nous encourage pas toujours à développer notre personnalité et à l'évaluer et à apprendre justement comment trouver le bon poste pour notre personnalité. Et par ce genre de self-assessment, c'est ça ce que je veux faire, mettre l'accent sur le fait que chaque personnalité qu'on a est destinée à un type de travail spécifique. Ce que je veux dire par ça, c'est si j'ai l'impression que en fait, ça ne me plaît pas de coder, je ne m'épanouis pas, restant 90% du temps en codant et débuguant du code dans un coin, je suis une personne plus communicative, en fait, il faut que je réfléchisse quel est ce désir, comment est-ce que je peux le manifester, puisque je veux me sentir un petit peu misérable si je rentre dans cet état d'esprit où j'ai un conflit avec ma propre personnalité. Donc, c'est un petit peu ça l'idée ici. Et un troisième sujet est quel est le poste que vous envisagez. Donc, si vous avez déjà un poste qui vous plaît, tant mieux et félicitations. Mais pour plein de gens, ce n'est pas le cas. Et donc, si vous êtes intéressé de travailler dans la data, en fait, peut-être un petit peu de review sur les skills principaux d'un data-related job, ça peut être intéressant. Donc, commençons avec le premier. Quelles sont les forces et les faiblesses? J'ai mis ici une photo juste pour vous montrer le fait que, en fait, ça, c'est un sujet qu'on approche d'habitude en entretien. Et c'est un sujet qui peut être très intéressant pour vous à structurer un petit peu votre
vos points forts et faibles. Donc ici, j'ai donné une liste qui est bien sûr non exhaustive, qui a le but de vous rendre un petit peu conscient que même si vous avez des faiblesses, c'est OK, tout le monde a des faiblesses. Il faut savoir les identifier pour peut-être diminuer leur impact sur n'importe quel type de travail qu'on fait ou pour peut-être les améliorer d'une telle sorte. Donc ici, c'est juste une liste que vous avez et mon idée est de pouvoir être conscient que les points forts que vous avez, ce sont les points sur lesquels il faut qu'on travaille et ce sont les points qu'il faut présenter lors des différents entretiens ou lors des différents types d'opportunités qu'on voit. Donc, il y a un gros débat ici. Est-ce qu'on essaie d'améliorer les points forts qu'on a ou est-ce qu'on essaie d'améliorer les points faibles qu'on a pour arriver à une sorte d'équilibre? Et mon avis personnel est qu'en fait, on a tous des points faibles et peut-être travailler là où on est meilleur, ça peut nous amener à un degré de spécialisation qui peut nous offrir un avantage concurrentiel sur le marché par rapport aux autres ressources humaines. Voilà, donc ça c'est mon idée ici. Vous pouvez trouver plein d'astuces comme ça. Moi-même, j'avais fait sur mes posts si jamais vous voulez suivre Grid Data. Un autre point important, c'est sur l'évaluation des compétences en ce qui concerne le type de personnalité. Donc, je ne vois pas ça très souvent quand on enseigne les gens à se former pour aller sur le marché du travail. Je ne vois pas ces discussions qui est liée à type de personnalité professionnelle qu'on peut avoir. Qu'est-ce que je veux dire? C'est justement cette idée que on est des personnes qui ont des traits différents, qui ont des personnalités différentes, et parfois on s'oblige à aller dans des directions qui ne semblent pas en conformité avec notre état d'esprit. Si on est une personne artistique et que d'un coup on nous demande de faire des équations différentielles toute la journée, vous vous rendez compte que ça va pas être une vie épanouissante. Si on est une personne très entrepreneuse qui toute la journée désire justement à trouver des idées et comment le mettre en application, mais qu'en fait ce qu'il faut qu'on fasse toute la journée c'est de coder, encore une fois ça ce n'est pas un bon match et ça va pas nous rendre contents. Donc c'est pour ça que cette idée de trouver votre personnalité professionnelle est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Parce que si vous ne vous sentez pas content actuellement avec le boulot que vous faites, c'est parce que peut-être il y a une incohérence au niveau de personnalité et type de tâches que vous réalisez. Donc j'espère que ce point il est clair parce que c'est un point qui peut déterminer si vous allez vous sentir avec du succès ou pas. Dans le sens où vous pouvez quand même faire des choses qui ne vous plaisent pas à 100% et être successful. Mais la question est, est-ce que vous vous sentez successful? Parce que voir une personne qui a des milliards d'euros peut ne pas se sentir successful de point de vue financier. Et c'est son attitude qui décide si elle est ou pas une personne qui a du succès. Donc, dans votre cas, quelle est la cible? Quel est l'état d'esprit que vous cherchez pour que vous vous sentiez avec beaucoup de succès? C'est ça la question ici. Et la dernière question, c'est quel est le poste que vous envisagez? Donc, nous, bien sûr, on se trouve ici à l'association Lyon Data Science. Je suppose que vous êtes intéressé d'apprendre un petit peu de quoi s'agit-il en général. Et si jamais vous le connaissez, peut-être avoir des petites astuces ici et là. Et donc, la question est, qu'est-ce qu'on peut faire pour la suite? Donc, le fait de savoir quel est le poste qu'on envisage est extrêmement important. Parce que ce poste qu'on envisage, ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre de paysage d'emploi, donc de market où on se trouve. Et on voit tous actuellement que le job landscape, il est très bon, il est très prometteur. Il y a plein d'entreprises qui cherchent des compétences en data. Et par exemple, le World Economic Forum ici estime que en 2025, on aura des jobs qui seront au niveau de 97 millions de jobs sur la partie data, avec des data analysts, des data scientists, des machine learning engineers, des spécialistes big data et data engineers,
qui vont être les ressources les plus demandées sur le marché. Donc, si vous voulez travailler dans la data, sachez juste qu'il y a une place pour tout le monde. Il y a plein d'opportunités et c'est pas ça la question qu'il faut se poser quand on décide de travailler dans ce domaine ou pas. Une autre question qu'on peut se poser liée au poste que vous envisagez, c'est quel est le type de personnalité. Donc, en plus de ce qu'on a vu comme personnalité de type professionnel, on a aussi notre propre personnalité. Par exemple, ici, j'avais pris un article de Higher Success qui disait on a des personnalités de différents types, comme par exemple de directeurs, de penseurs, de personnalités de personnes qui aiment bien socialiser ou la personne qui aime bien exécuter et aider dans des situations spécifiques qui peuvent être assez troublantes, disons. Et donc, en fonction de ça, bien sûr, les types peuvent changer, mais ça, c'est aussi un facteur pour se dire, si moi, j'ai une personnalité de thinker dans ce cas-là, de penseur, c'est-à-dire que je suis orientée vers le détail, j'aime bien penser toute activité et toute action de façon logique, et je suis toujours préparée et orientée détail, ça veut dire que pour moi, le poste de data engineer, data scientist est un poste qui est très, très intéressant. Et donc, pourquoi pas aller vers cette direction. Donc, encore une fois, ces personnalités peuvent aussi jouer sur la décision d'aller sur un tel domaine data. Une autre question est aussi celle de hasard, celle de prendre la décision de quel type de poste prendre en fonction de capacités hard et soft, c'est-à-dire des compétences de type hard skill compétences et soft skill. Donc, quelles sont les compétences actuelles que vous avez de point de vue technique? Est-ce que vous voulez capitaliser sur les compétences actuelles ou est-ce que vous voulez ajouter encore plus de compétences parce que le job que vous avez trouvé demande encore un peu plus de compétences? Et donc ici, c'est juste comme référence, je vais mettre les slides à votre disposition. C'est un petit article qui parlait du fait que la différence entre hard skills et soft skills est justement la différence entre les capacités qu'on a besoin pour bien clôturer des tâches et réaliser des tâches en entreprise de point de vue technique. Donc ça, c'est le hard skills. Et aussi, les soft skills sont des compétences qu'on a de point de vue communicatif, de collaboration interrelationnelle. Donc, en fait, on pourrait dire que les hard skills commencent à se développer à l'université et sur le marché de travail quand on rentre et quand on commence notre profession. Néanmoins, les soft skills se développent sur toute notre vie et parfois, les soft skills peuvent faire la différence entre avoir un bon job et un autre job qui nécessite des relations interhumaines. Donc ici, encore une fois, pour vous, c'est important de savoir, est-ce que je suis plutôt hard skills oriented? Est-ce que ça m'intéresse à développer mes skills plus hard que soft ou pas? Et il y a du travail qu'on peut faire dans ces directions aussi, parce que lors des entretiens, les deux ressortent et selon les types de jobs que vous avez, les hard skills peuvent être plus importantes, comme dans le domaine de la data pour des rôles plus techniques, comme par exemple data engineering ou data architect. Et les compétences soft skills peuvent être plus intéressantes pour des recruteurs qui cherchent plutôt de data managers ou des fonctions à de responsabilités qui prennent aussi en charge des équipes variées. Voilà. Et donc, votre premier devoir sera à faire une liste avec vos premières les plus importantes 15 compétences techniques et les premières les plus importantes 15 compétences interrelationnelles ou de type soft skills. Les mettre sur le papier va vous aider justement à avoir une clarité sur les choses où vous investissez le plus actuellement et sur les choses qui peuvent, par exemple, manquer en termes d'investissement actuellement, puisqu'on ne peut pas tout faire d'un coup. Et donc, en fait, développer nos soft skills et nos hard skills, c'est un travail à vie. En fait, une fois qu'on rentre sur le marché du travail, on ne peut pas dire que on a arrêté l'apprentissage comme j'avais pensé initialement que ça va se passer. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais en fait, ça fait partie de ce challenge-là de pouvoir
investir constamment et de se voir grandir dans un environnement qui peut être nourrissant. Et donc, cet environnement, c'est ce qu'on cherche. Quel est le bon environnement pour vous-même? Est-ce que vous vous éclatez? Et si oui, est-ce que ces skills vont évoluer? Et si oui, bah voilà, c'est un gros succès. Donc voilà, si vous voulez, faites ce liste-là, ça va vous aider. J'aurai d'autres petites tâches à vous donner qui s'appuient dessus. Ok, donc on a parlé de ce grand chapitre qui est justement l'évaluation de soi-même. Cette évaluation est très importante et lors de mes cours de coaching personnalisé, je fais aussi ça puisque c'est important de connaître quel est le parcours de l'individu et quelles sont ses appétences, quels sont ses points forts au but de initier une discussion sur l'amélioration de ses compétences. Donc, je parlerai ici de 2 gros points. Identifier le rôle de data qui vous intéresse dans la situation où vous ne l'avez pas déjà fait. Et je vais vous encourager de vous former constamment, ce qui, je pense, est très important pour n'importe quelle évolution professionnelle. Donc voilà. J'aime bien dire que les données sont l'or numérique de notre ère digitale. Et je le dis parce que le fait d'avoir commencé à travailler sur la data, bah, c'était cette idée que j'avais pensé que la data va changer la société, va la mieux structurer et va nous aider à mieux nous organiser en étant au temps. Et donc, je pense toujours ça et c'est pour ça que j'ai poursuivi ce chemin. Peut-être vous avez des autres raisons, mais si vous êtes sur ce chemin, bah, c'est un très, très beau chemin qui peut vous amener beaucoup, beaucoup de satisfaction. Et donc, en fait, améliorer ses compétences quand on parle de la data, c'est déjà identifier le rôle qui nous intéresse. Donc, si on a un job actuel qui nous plaît, bah, ce n'est plus nécessaire. Mais si on désire à l'avenir à évoluer encore plus, bah, ça peut faire partie d'une des tâches qu'il faut qu'on réalise. On se demande aussi bah, quels sont les skills nécessaires pour ce job-là et quelles sont les choses que je dois faire par rapport à ce job-là. So, par exemple, je veux être un data scientist. Je devrais savoir déjà tout de suite quels sont les types de tâches que je vais réaliser au fur et à mesure que je vais travailler en tant que data scientist. Le fait de collecter les données, est-ce que ça me plaît? Le fait de pouvoir, par exemple, faire du data cleaning 60% du temps, est-ce que c'est quelque chose qui m'intéresse? Parce que les data scientists pensent d'habitude que être un data scientist, c'est faire du machine learning et faire des modèles de partout comme ça, avec une interprétation très intellectuelle, et le job se finit là. Pas tout le monde, mais en fait, il y a des gens qui pensent ça, et moi-même, j'étais une d'entre eux, malheureusement. Mais bon, j'ai évolué, donc ça fait partie de cette évolution de laquelle je veux parler. Et donc, data cleaning, par exemple, est une chose qu'il faut qu'on fasse en tant que data scientist. Si on n'a pas de compétences dans ce domaine-là, bah, en fait, on devrait les apprendre si on veut rester dans ce domaine-là. Est-ce que l'idée de les apprendre nous plaît ou pas? C'est une des questions qu'on peut se poser. Est-ce que le fait de créer des algorithmes ou d'adapter des algorithmes, par exemple en Python, est quelque chose qui nous intéresse ou pas? Donc, toutes ces sortes de questions, ici c'est juste un exemple, mais ce que je veux vous dire est que une fois qu'on a en tête un certain rôle, il faut savoir si on est désireux d'apprendre les choses nécessaires à réaliser ce rôle-là de façon successful. Et donc ici, moi, j'avais mis en place que quelques petites idées de quels sont les hard skills, de gros types de rôles de data qu'on trouve sur le marché actuellement. Bien sûr que la liste n'est pas holistique. Et les voilà. Donc, en fait, on a des data analysts, des data ingénieurs, des data scientists, data architects, machine learning engineers, data analytics managers also. Donc ici, pour chacun, je suis venue avec une petite liste pour juste une sorte de cheat list qui peut vous aider à voir quelles sont les compétences techniques assez importantes qu'on doit avoir en fonction de rôle. Donc, à peu près de partout, on peut observer qu'il y a de connaissances de type SQL qu'ils nous font, qui vont nous aider à requêter de grosses bases de données et structurer les données.
Il y a des endroits où on a besoin de visualiser les données plus que des autres. Donc, par exemple, dans la partie data analyst, data scientist, data and analytics manager, on a des compétences plutôt liées à la data visualisation. Il nous faut des compétences de type statistique dans des majorités de cas, surtout dans la partie machine learning, par exemple, ou data scientist. Il nous faut des compétences de grosses bases de données, par exemple dans la data engineering et data architect ici. Donc, il y a plein de compétences dont on a besoin. Si on est quelqu'un de technique, on peut certainement aller et travailler dans cette direction. Les rôles de data sont assez techniques en général, mais j'avais mis ici quelques petites indications que parfois ces rôles-là peuvent être un peu moins techniques. Donc, selon votre domaine de prédilection, vous pouvez travailler avec la donnée en ne pas interagissant directement. Vous pouvez être un project manager sur des projets en data. Vous pouvez être un manager des équipes de data sans que vous alliez en détail sur tous ces aspects. Mais ce sont des qualités techniques que moi, je trouve sont assez importantes une fois qu'on a décidé de travailler sur ce domaine-là. Voilà. Donc, deuxième devoir sera de classer ces 15 hard skills que vous avez identifiés, par exemple, en ordre décroissant selon l'importance du rôle dans la data que vous avez ciblé. Donc, selon ce type de liste, vous allez regarder quel est le rôle qui me plaît le plus ou quel est le rôle actuel que je fais. Et voilà, mettre en ordre décroissant ces hard skills. Vous allez me demander, Andrea, quel est le but de faire tout ça? En fait, une des choses qu'on peut faire avec, c'est de les identifier et de pouvoir s'assurer que ces hard skills se trouvent sur notre CV et sur notre profil LinkedIn, puisque nous, on sait le mieux possible de quoi on est capable. Et donc, il faut qu'on le signalise de façon extrêmement rapide à toute personne qui est compétente et intéressée de nos compétences et qui est intéressée de nous recruter, par exemple. Et un troisième sujet sera trouver les hard skills qui vous manquent et commencer à travailler dessus. Donc, en fait, si vous avez identifié qu'il y a des points bloquants qui vous amènent à être le meilleur data analyst du monde dans votre boîte, par exemple, et vous dites que en fait, j'ai un peu de mal à communiquer avec mes responsables, ça, c'est le point sur lequel il faut travailler. Donc, toujours rester pragmatique par rapport à votre cible et les points que vous pouvez améliorer, parce que lors de l'entretien, vous voulez être là, prêt à donner tous les détails et toutes les réponses pour impressionner. Et ce que j'aime bien d'habitude à dire, et justement, j'espère que je vous ai impressionné avec cette présentation. Donc, finalement, j'ai abouti à bien clôturer la situation. Bon, parfois ça marche pas, mais bon, on essaie toujours. Donc, commencez à travailler à vos compétences. Comment? En se formant. Et bien sûr, ces choses-là, vous les connaissez déjà, mais je le mets juste encore une fois en évidence. Le fait d'avoir une éducation formelle dans ce domaine-là aide beaucoup, puisqu'on voit qu'en France, par exemple, on demande des diplômes qui sont des diplômes peut-être liés à computer programming, domaine statistique ou business. Et ça, ce sont des diplômes qui sont importants, même si ça relève pas vraiment quelle est votre valeur ajoutée en entreprise. C'est une chose assez officielle et importante. Si jamais ça vous intéresse de poursuivre cette direction, il y a plein d'universités qui ont développé de plus en plus ce genre de programmes liés à la data. Faire des certifications et passer par des cours en ligne est aussi très importante. Il faut être constant et s'assurer que ces cours-là, ils sont d'actualité. Et je le dis aussi parce que ça, c'est un bon moyen pour vous de mettre à jour vos compétences techniques tout le temps. Il y a des recruteurs qui, par LinkedIn, cherchent des profils aussi par rapport à le fait d'avoir mis de façon récente à jour les compétences ou les certifications. Donc, il y a parfois des filtres que vous allez choper juste parce que vous n'avez pas mis à jour votre certification. Et bien sûr que le plus gros travail de développement technique va être fait lors des internships, donc lors des stages
et l'heure de travail que vous allez faire en entreprise directement. Ici, on se demande parfois, Andrea, est-ce qu'on prend un job qu'on ne maîtrise pas bien techniquement? Ça a du sens? Est-ce que je dois le faire? J'ai un peu peur de ne pas me débrouiller. Et je dis toujours, vas-y, si tu as l'opportunité de prendre un job qui te plaît, mais qui n'est pas, que tu maîtrises pas complètement, ce n'est pas grave, tu vas apprendre sur place. Il y a plein d'outils techniques. Il y a des entreprises qui ont des systèmes informatiques tellement différents qu'en fait, on ne peut jamais savoir tout ce qu'ils utilisent. Tout nouveau projet est en fait un nouveau projet pour tout le monde et pour vous-même aussi. Donc, le fait de pouvoir dire oui, je suis capable et de pouvoir s'adapter à un environnement de travail est un avantage extrêmement important. Donc, ne ratez pas des opportunités juste parce que vous êtes trop modeste pour accepter ces opportunités. Et donc, le temps va vous aider à construire ses qualités et ses compétences techniques. Et le temps m'a aussi aidé à construire mes compétences techniques parce qu'en fait, ma spécialisation est dans des plateformes d'intelligence artificielle de type low code ou no code. Et c'est parce que je me suis rendu compte que j'aime bien coder en Python. Je me débrouille bien à adapter des algorithmes de machine learning selon les données qu'on me met à la disposition. Mais ça m'éclate pas vraiment à développer des codes. Je suis pas vraiment, j'ai pas un background de développeuse, j'ai un background plutôt d'économiste. Et le fait de travailler dans ce domaine-là sans devoir coder à 100%, bah, ça me plaît bien aussi. Et donc, si vous dites, oh, bah, j'ai peur parce que je n'ai pas les compétences techniques pour faire du programming statistique, ce n'est pas toujours nécessaire. J'ai réussi à le faire de façon très agréable et je suis sûre que vous allez aussi le faire si ça vous intéresse. Donc, vous voyez ici, après 6 ans de travail, bah, j'ai réussi à mettre dans mon CV des compétences techniques très intéressantes sur des outils plus ou moins connus qui m'ont permis en fait d'avoir le job de Customer Facing Data Scientist que je suis today. Désolée, je parle juste en anglais au boulot, c'est pour ça que je les mélange un petit peu. Donc voilà, investir dans son avenir professionnel en faisant des formations et en s'assurant qu'on reste en veille technologique de façon constante est extrêmement important. Mais ça, ce n'est pas la seule chose qui compte. Ce qui compte aussi, c'est le fait de se promouvoir. Parce qu'en fait, dans la plupart des cas, ce que j'avais observé, et c'est ça aussi auprès de mes clients, c'est que ce ne sont pas les compétences techniques qui manquent, mais en fait la capacité de promouvoir ces compétences de façon stratégique et sans modestie. Donc, la majorité d'entre vous croient qu'ils ont moins de compétences que vous les avez. Et c'est dommage parce qu'en fait, si vous n'êtes pas les promoteurs de votre propre capacité, bah alors qui va l'être? Il n'y a personne qui va l'être. Et il y a plein de gens aussi qui se promuent trop parfois. Et pour quelqu'un qui n'a pas l'œil entraîné, bah, on ne peut pas se rendre compte de ces différences de capacités techniques. Donc, c'est à vous de montrer ces capacités techniques si vous les avez. Sauf que parfois, si vous ne les promouvez pas, bah, vous n'allez même pas arriver à cet état-là de les promouvoir auprès d'un possible recruteur. Et voilà, c'est pour ça que le 3e chapitre va se baser plus sur la partie visée plus haut dans son avenir professionnel, parce que je pense que rester plafonné dans son coin pour toute la vie n'est pas quelque chose d'une être humaine, mais plutôt d'une machine. Et donc, nous, on sait très bien se dissocier des machines en amenant notre personnalité et notre valeur ajoutée, nos idées qui font qu'en fait, le monde avance. Et donc, comment est-ce qu'on peut se promouvoir et comment est-ce qu'on peut viser plus haut? Ce sont des questions que je me pose souvent et ce sont des questions qui me poussent à aller plus loin, développer encore plus de compétences et m'assurer qu'en fait, je ne deviens pas obsolète. Et donc, avoir un dream job n'est pas juste un dream. C'est possible, mais il faut être un petit peu stratégique dans la recherche et savoir quelles sont vos priorités. Est-ce que l'argent est une priorité? Si c'est le cas, bah, sans honte, il faut le dire. Est-ce que c'est peut-être le fait de pouvoir avancer dans votre carrière de point de vue est une priorité? Ou peut-être d'avancer dans les responsabilités est une priorité? Il faut être honnête avec soi-même et aussi avec ses interlocuteurs. Je sais que vous l'êtes, mais en fait, c'est juste pour le mentionner.
Donc, comment se promouvoir? Il y a un livre que j'aime bien qui s'appelle Promote Yourself, The New Rules for Career Success. Et dans ce livre-là, il nous explique, l'auteur, le fait que la capacité de promouvoir ses skills, en fait, amène que sur ces mêmes skills, on peut avoir des salaires plus grands, on peut avoir des possibilités et des opportunités plus grandes. Donc, c'est pas un tabou. Le fait de savoir se promouvoir peut vous amener un plus grand salaire. Le fait de pouvoir connecter avec des gens et avoir plus de notoriété peut amener un plus grand salaire, peut amener une position qui est meilleure et qui est mieux adaptée aussi à nos compétences. Donc, pour se promouvoir, bien sûr, on ne peut pas juste dans 45 minutes discuter de tous ces sujets, mais faites attention à votre profil LinkedIn. Il est votre adresse professionnelle. Assurez-vous qu'il est mis à jour et qu'il est bien complété et qu'au fur et à mesure que vous avancez et vous évoluez dans votre profession, bah, vous allez aussi le mettre à jour, puisque ça, c'est un travail qui va jamais se finir. Bien sûr, on n'est pas tous Bill Gates qui va dire ah bah je suis CEO de Microsoft et ça s'arrête sa description. Mais à ce moment-là, bah peut-être on peut aussi travailler, qui sait, parmi vous, il y a quelqu'un qui va créer l'entreprise de l'avenir. Donc, on ne sait jamais. Donc voilà, ça c'est le premier point que je voulais mentionner. Le deuxième, c'est publier régulièrement du contenu intéressant et utile pour votre public et qui montre aussi le fait que vous avez un avis sur un sujet qui vous intéresse ou sur un sujet que vous maîtrisez. Donc, n'ayez pas peur de vous mettre et de vous afficher devant tout le monde en parlant des sujets qui vous plaisent. Il n'y a pas beaucoup de monde qui le fait. Et il y a un marché extrêmement énorme et demandeur de vos capacités. Et donc, en fait, ce que je vous encourage à faire est d'aller montrer quelles sont vos capacités et vous allez trouver de façon organique votre public au fur et à mesure que vous faites cet effort de rendre l'information plus accessible pour des gens. Et un autre point, c'est développer votre réseau. Donc, le fait de pouvoir rester en contact avec des personnes qui travaillent dans votre domaine d'activité que vous ne connaissez pas, c'est très important. Donc, déjà, félicitations pour ceux qui sont ici. Le fait d'être à cet endroit, ça veut dire que vous voulez développer votre réseau. Et c'est moi-même aussi que j'avais fait ça quand je me suis inscrite à l'association en 2018. Et donc, c'est quelque chose qui a enrichi ma vie professionnelle, puisque j'ai eu l'occasion de connaître plein de gens comme vous, qui étaient soit intéressés de discuter plus sur des sujets qui me passionnaient, soit par exemple qui étaient intéressés de recruter. Donc voilà, on ne doit jamais dire non à une possible opportunité qui peut nous amener plus loin dans notre vie professionnelle. Voilà, ça c'est un petit peu l'astuce de la journée que je peux vous donner ici. Et pour ne pas vous ennuyer, un quatrième devoir sera rédiger aujourd'hui, après cette conférence, un post sur LinkedIn sur le sujet qui vous intéresse aujourd'hui. Donc, osez justement de faire une publication et de partager une information qui vous intéresse et que vous pensez il y a d'autres personnes qui sont intéressées dessus. Parce que certainement, on va dire, ah tiens, je ne savais pas ça. Même si pour vous c'est évident, en fait, pour d'autres personnes, ça ne peut pas l'être. Donc, on a aussi une chose que j'avais trouvée, une personne qui lit un livre sur un sujet particulier, c'est déjà sur ce sujet-là plus que les 99% les autres individus du monde. Oui, parce que en connaître les basiques, déjà, en connaissant les basiques, c'est déjà quelque chose qui nous met dans un avantage par rapport à ceux qui connaissent pas les basiques. Voilà. Donc, taguez aussi 5 personnes pour donner un peu plus de portabilité à votre post. Et comme ça, peut-être vous allez être étonné et voir qu'en fait, il y a un public demandeur de vos idées que vous n'avez pas exploitées jusqu'au présent. Voilà. Juste avant de finir, j'ai encore 2-3 slides que je veux présenter. C'est sur le sujet de comment viser plus haut. Donc, en fait, viser plus haut, c'est-à-dire ne restez pas au même endroit et ne restez jamais au même endroit. C'est-à-dire, oui, je travaille actuellement. Est-ce que je peux faire des choses qui me plaisent encore plus? Est-ce que je peux intégrer d'autres choses qui m'intéressent ou pas?
Je vous donne un exemple. J'ai travaillé pour Data Robot, qui est une entreprise d'intelligence artificielle spécialisée dans un logiciel d'intelligence artificielle. Et j'étais un trainer des clients pour aider à monter en compétence les individus sur la plateforme. Donc, j'ai adoré ce rôle-là, mais j'ai dit, comment est-ce que je peux devenir, par exemple, l'image de mon pôle? Est-ce que je peux le faire parce que ça m'intéresse bien? Donc, dans mon temps libre et à ma propre volonté, j'avais commencé à faire des vidéos sur des scripts spécifiques que j'avais développés, qui maintenant apparaissent sur la plateforme. Et c'est parce que j'ai voulu justement ajouter une couche dynamique dans la partie self-paced learning des individus. Et donc, en fait, ces vidéos ont été tellement appréciées que maintenant, il y a des gens qui me contactent justement pour que je fasse du contenu sur la partie content creation en vidéo. Donc, j'ai développé des nouvelles skills sur la partie vidéo parce que j'ai voulu. Et voilà, ces skills-là, ils m'aident à avoir plus d'éligibilité sur le marché, non pas juste en tant que data scientist, mais peut-être que en tant que data scientist promoter. Donc, voilà. Si j'ai des compétences que je peux partager, pourquoi pas le faire? Et si j'avais trouvé un moyen qui me plaît pour le faire, bah, tant mieux. Voilà, c'est juste un exemple. Donc, comment viser au plus haut? Ici, il y a des sujets que j'approche. Par exemple, quand est-ce que c'est le moment de se rendre compte que on ne s'épanouit pas à son boulot? Mon rôle, ce n'est pas de vous faire vous rendre compte que vous vous épanouissez pas à votre boulot, mais de vous dire que même au sein de votre boulot, vous pouvez augmenter les responsabilités, le degré de challenge, vous pouvez demander un plus gros salaire, vous pouvez faire plus de choses qui vont aider l'entreprise à grandir. Vous étant qu'une cellule d'un organisme entier qui est votre entreprise. Et donc, en fait, vous pouvez toujours viser plus haut, ne restez pas plafonné, voire au sein de votre entreprise ou ailleurs. Voilà. Et ici, pour d'autres opportunités d'embauche, par exemple, il faut aussi tenir compte que si jamais ça vous intéresse à partir ailleurs, bah, il y a des stratégies spécifiques à mettre en place pour trouver un boulot, pour pousser votre candidature et pour vous promouvoir. Donc, par exemple, stratégie de recherche d'emploi, ce que j'aime bien à mes clients, c'est de demander une liste, bien sûr, de 30 entreprises pour lesquelles on veut travailler. Donc, je suis sûre que vous n'allez pas venir avec 30 entreprises de n'importe où dans le monde, mais le fait de penser activement à cette liste-là, selon le territoire, l'origine, le type d'activité, l'industrie, ça va vous aider à mettre votre cerveau en action et l'ouvrir pour des opportunités que vous n'aurez pas pensé. Puisque c'est exactement la même situation quand on cherche, quand on veut acheter une voiture, bah, cette voiture-là, on va la voir de partout. Et c'est pas parce qu'elle n'était pas là, mais c'est parce que notre cerveau, maintenant, il est prêt d'accepter cette information plus facilement qu'ailleurs, que dans des autres moments. Donc, c'est pour ça que je vous dis, une liste de 30 entreprises pour lesquelles vous voulez travailler, bah, c'est une des choses que vous pouvez faire. Et ensuite, Andrea, qu'est-ce qu'on fait avec cette liste? Bah, en fait, vous allez vous connecter sur LinkedIn, sur tous les individus qui travaillent dans la data, sur cette entreprise et leur écrire un message personnalisé pour dire, voilà, je travaille dans la data, j'apprécie tellement cette entreprise où vous travaillez, j'aimerais bien rester en contact pour des possibles opportunités. Et en créant un petit peu et en préparant votre terrain, bah, vous allez recevoir des réponses. J'avais lu un article qui disait qu'en fait, une sur environ 50 candidatures ont une réponse positive que oui, ça nous intéresse votre candidature. Dans mon cas, c'est une sur deux. Et c'est pas parce que en fait je suis extraordinaire, même si c'est possible, c'est à vous de me dire. Mais c'est parce qu'en fait j'ai une approche plutôt stratégique à comment contacter les personnes qui m'intéressent et qui travaillent dans ce domaine-là. Donc ça, c'est parmi les astuces que moi j'offre dans des programmes personnalisés pour la partie job search et qui m'ont amené beaucoup de succès, qui m'ont doublé le salaire et qui me rendent très heureuse dans ma vie professionnelle. Donc voilà, si je peux le faire, bah, vous pouvez aussi. Et avec ça, je voudrais vous remercier pour l'attention. Et si jamais vous voulez vous connecter avec moi, n'hésitez pas, puisque il y a plein de sujets qu'on peut approcher ensemble, j'en suis sûre.
Voilà. Est-ce qu'il y a des questions que je peux adresser selon la présentation? Oui. Sur les tests de personnalité dont tu parlais au début, il y en a quelques-uns qui existent, qui sont assez connus, comme les disques ou des choses comme ça. Tu en recommandes certains ou il y en a qui sont mieux que d'autres? Je n'ai pas fait vraiment. Donc, la question, c'était sur les tests de personnalité. Est-ce qu'il y a un que je recommande en priorité? Non, pas nécessairement, puisqu'il y a des tests de personnalité qui sont plutôt ciblés sur des aspects différents. Il faut déjà commencer avec quelques-uns. Ils sont tous variés et je ne voudrais pas promouvoir des tests spécifiques. Mais ce qui est certain est que ça va vous donner déjà une meilleure idée sur qu'est-ce que vous attendez de vous-même de point de vue professionnel. Donc, cherchez juste test de personnalité professionnel et vous allez certainement tomber sur les premières qui sont assez connues. Il y a d'autres questions ici. À combien vous estimez le temps que ça vous a pris pour arriver là où vous en êtes? La question, c'est à combien j'estime Combien de temps de formation? de formation. Ah, d'accord. Donc, la question, c'est combien de temps de formation j'ai dû avoir pour arriver à ce moment de à ces compétences que j'ai actuellement? Oui. OK. Bah, en fait, moi, j'ai eu un master en économie quantitative qui m'a déjà aidé à apprendre qu'est-ce que c'est la programmation statistique avec R et SAS. Ensuite, je me suis rendu compte qu'en fait, ce ne sont pas les langages de programmation qui sont les plus connus pour la partie machine learning. Donc, j'ai commencé par moi-même à me former à Python. Lorsque j'ai commencé en entreprise, j'ai commencé sur SAS et R. Et donc, j'ai eu environ 3 ans de travail sur ces langages de programmation avant que je commence à coder en Python sur des autres opportunités que j'ai eues. Donc, après 6 ans, je peux dire que j'ai des compétences assez variées qui me donnent la possibilité de travailler comme data scientist. Mais bien sûr que ces compétences peuvent toujours être améliorées parce que je ne peux pas dire que j'ai une expertise ciblée sur des sujets particuliers. Et le fait de développer des compétences particulières, bah, c'est lié justement à des projets sur lesquels on a travaillé. Donc, par exemple, Léo, toi, tu avais travaillé sur des problématiques de NLP. Moi, je n'avais pas travaillé. Quand même, ce sont des branches de l'intelligence artificielle assez importantes. Donc, ça dépend justement du domaine qui vous intéresse, puisque voir dans la partie data science, il y a des cibles et des niches sur lesquelles on peut intervenir. Et juste par rapport à ça, bah, selon la taille de l'entreprise, on peut par exemple être un data scientist qui fait tout depuis le début jusqu'à la fin dans un cycle de vie d'un projet data, ou sur des équipes qui sont plus volumineuses, sur des projets plus complexes, bah, le fait d'être data scientist, c'est une brique plus petite et chacun a sa position. Donc, selon l'expérience, data scientist peut dire générique ou plus technique sur des sujets particuliers. Donc, en total, pour te répondre, 6 ans. Voilà. Merci pour la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions que je peux adresser? Oui. Je voulais savoir quelle vision vous aviez du marché de la data en France en ce moment. Enfin, est-ce qu'on est en retard par rapport à d'autres pays ou est-ce que on est encore au début de la vague, au milieu? Enfin, comment on se situe en termes d'opportunités, etc. Oui, merci beaucoup pour la question, c'est très bon. Donc, en termes d'opportunités, où est-ce qu'on se situe sur le marché français? Je pourrais dire que la France, elle est dans les top pays qui priorisent la data. Bien sûr, les États-Unis sont encore un peu plus évolués avec ce désir aussi d'avoir encore plus de rôle dans la partie machine learning. Néanmoins, ici en France, je vois qu'il y a plus de demandes sur la partie data engineering avec stockage de données et nettoyage de données qui est plus prioritaire. Le marché, il est en croissance comme partout dans l'Europe. Donc, c'est un marché qui est très, très important.
Et c'est un marché qui va l'être encore pour quelques ans au moins. Donc, c'est une belle opportunité de se retrouver en France sur ce marché. Voilà, je suis optimiste pour l'avenir de la data en France. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Concernant les salaires, est-ce que tu recommandes des techniques de négociation ou à défaut des études qui pourraient donner une fourchette dans laquelle... Oui, une très bonne question et je peux dire la plus difficile, le sujet sur le salaire. Est-ce qu'il y a des techniques de négociation et comment est-ce qu'on peut se positionner? Donc, selon l'entreprise que vous visez, selon le numéro d'employés dans cette entreprise, la région où elle se trouve, le domaine d'activité, l'industrie, les salaires peuvent varier. Il y a des sites comme Glassdoor ou LinkedIn qui donnent déjà une bonne idée sur quelle est la position pour certaines positions, quelle est la plage. Mais ça, c'est juste estimatif. Je pourrais dire qu'en fait, le but, si jamais on change le poste, sera toujours de grandir en salaire. Je ne peux pas donner une plage estimative. Ça, c'est quelque chose qui se essaye lors des plans d'entretien pour voir la réaction des recruteurs. Donc, par exemple, il y a eu une période où j'avais 5 à 10 entretiens par semaine. J'ai eu plein d'opportunités de tester quelles étaient les limites de ce que je pouvais demander et quelle était la plage, selon les réactions des recruteurs qui, parfois, en fait, dans la majorité des cas, ils ne vont pas le dire. Donc, la technique que j'utilise d'habitude, c'est quand on discute et on arrive au sujet de salaire, déjà, ne pas dire quel est le salaire qu'on a eu auparavant, puisque ça peut mettre une limite. Je ne sais pas si on veut donner un sort de target à notre salaire précédent et ça ne doit pas influencer le salaire futur. Et la technique que j'utilise, c'est plutôt de dire, en fait, soit de donner un minimum qu'on considère d'avoir, soit de demander à notre tour, en fait, selon le marché, je vois que tout c'est très dynamique. J'étais plutôt intéressée de savoir quelle est la plage salariale que vous cherchez pour la position pour laquelle je fais cet entretien. Parfois, ça ne va pas donner une réponse, donc on peut dire, voilà, allons plus loin et discutons de ce sujet-là dans des phases plus avancées du sujet. Donc, en fait, le fait de négocier par omission, parfois, ça peut nous aider dans un bon endroit, puisque si on arrive à la fin et on a vu 10 personnes différentes, le fait de pouvoir passer toutes ces étapes et de demander un salaire plus grand, ça peut augmenter notre chance d'avoir la position. Donc, il n'y a pas de technique spécifique. Ça, il faut tester en passant plein d'entretiens. Et je vous recommande de faire ça juste pour trouver votre valeur actuelle sur le marché. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions liées à ce sujet ou à un autre? Oui. Au niveau des certifications, est-ce que c'est quelque chose de très reconnu en France ou... Ok, très bien. Comme question, merci beaucoup. Au niveau de certification, oui, les certifications sont très reconnues. J'ai vu que lors des entretiens, si on peut dire, voilà, j'ai été certifié dans ça peut vous amener un avantage concurrentiel. C'est toujours mieux. En fait, si vous êtes un candidat et un autre candidat qui est pareil que vous en compétences, mais vous présentez des certifications, ça peut représenter un bon point. Donc, n'hésitez pas à passer des certifications si vous avez l'occasion. Si vous travaillez plus dans la partie cloud, essayez d'avoir des certifications aussi pour ça, puisqu'il y a plein d'entreprises qui travaillent avec des cloud providers différents. Et le fait d'avoir une certification dans ce domaine-là, ça montre déjà que vous avez une connaissance dans ce domaine. Et même si ce n'est pas le même cloud provider, en fait, l'idée et le concept est toujours le même. Si vous avez su, je ne sais pas, créer une machine virtuelle ou créer une base de données sur Amazon Cloud, vous allez aussi le faire sur Google Cloud Provider ou sur Microsoft Azure. Donc, oui, les certifications sont toujours importantes et d'actualité, surtout en première phase d'entretien.
j'entends la pause. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Léo? Peut-être qu'on va terminer maintenant. S'il y a Oui. d'autres questions, après, ce que je propose, c'est que de toute façon, on va passer à la partie pizza et apéro. Et Oui. si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous allez voir Andrea. Juste un petit mot avant de partir, s'il y en a qui s'en vont tout de suite, vous prenez les ascenseurs, s'il vous plaît, étage 0 et vous sortez. On essaie de ne pas passer par la droite, j'ai mis un petit panneau devant la sortie, mais c'est juste pour le Joe qui nous demande ça. Donc essayez de sortir par les ascenseurs. Et sinon, voilà, je vous propose d'aller manger une pizza et boire un coup. Merci beaucoup.